Les brutes. Un garçon discret, une force cachée, le vent tourne au lycée Voltaire. Kevin Dubois traversait le lycée Voltaire comme s'il pouvait se fondre dans les murs entre les casiers, une présence aux larges épaules, enveloppée dans un sweat à capuche trop grand, qui ne cachait jamais tout à fait la lenteur de son embonpoint et le calme prudent, presque cérémonial, qui l'enveloppait comme une seconde peau. Il n'était pas grand, pas de manière frappante, mais sa carrure portait un poids, une large poitrine, des hanches solides, des poignets épais et un regard poliment fixé quelques pas devant l'endroit où un groupe d'élèves se précipitait dans le couloir. Ses cheveux étaient de la couleur du café trop infusé et avaient tendance à rester plaqués contre son crâne, à moins qu'il ne passe une main dedans, ce qui n'arrivait pas souvent, car de tels petits gestes attiraient l'attention qu'il préférait éviter. Il parlait rarement, sa voix un murmure doux et uniforme quand il le faisait, et son silence suscitait une sorte de rumeur, une rumeur qui disait aux autres qu'il était une cible ambulante, même si personne ne pouvait vraiment mettre le doigt sur la raison. Il portait le même pull, la plupart des jours, les manches assez longues pour engloutir ses mains, le tissu un peu étiré autour du ventre, un rappel visuel de la façon dont le monde le mesurait souvent par un chiffre qu'il ne partageait pas, par un score qu'il ne poursuivait jamais. Le lycée Voltaire était un établissement qui respirait au rythme d'une grande ville, ses bâtiments en briques et ses allées vitrées, serpentant autour d'une cour centrale, où les élèves se déversaient de cours en cours avec une aisance pratiquée qui faisait penser à un spectateur qu'ils étaient nés pour ça. L'école avait ses querelles et ses coins tranquilles, sa salle de musique qui résonnait tard après les répétitions, son gymnase où la poussière de craie et les exercices hurlés flottaient dans l'air comme une odeur tenace, et sa cantine où les longues files d'attente avançaient avec une précision rituelle qui semblait presque sacrée pour ceux qui y mangeaient quotidiennement. Kevin vivait dans ce monde depuis plus de 2 ans, assez longtemps pour connaître les particularités, les codes tacites et les itinéraires spécifiques de la journée, la façon dont un couloir pouvait ressembler à un piège si on le traversait dans le mauvais sens, la façon dont une file d'attente à la cantine pouvait devenir une scène d'humiliation en cas de faux pas. Il avait un secret qu'aucun élève du lycée Voltaire ne pouvait voir au premier coup d'œil, une force cachée dissimulée derrière le silence, une discipline ancienne et patiente apprise non pas dans le gymnase bondé, mais dans le silence feutré d'un espace d'entraînement privé tard dans la nuit. Une discipline d'équilibre, de levier et de respiration. Il n'était pas violent par nature. Sa force résidait dans sa capacité à lire les mouvements d'une autre personne avant qu'ils ne se produisent, à ancrer son propre corps dans l'instant et à bouger avec un calme qui semblait presque surnaturel pour quelqu'un qui portait un poids supplémentaire dans un monde qui assimilait la lourdeur à la faiblesse. Il avait appris à masquer cette puissance dans le détachement, comme une surface calme peut cacher une tempête en dessous, à survivre au train-train quotidien avec une patience obstinée et sans plainte. Les brutes ne sont pas arrivés avec une seule menace sonore, mais plutôt avec un schéma, une routine qui s'est insinuée dans la journée de Kevin comme un frisson rampant. Ils étaient 3, un trio compact qui trouvait une certaine satisfaction dans la façon dont ils pouvaient s'appuyer sur les murs du couloir et donner des ordres aux autres, avec la nonchalance désinvolte de personnes qui n'avaient jamais connu de conséquences qui semblaient réelles. Leur chef était un grand garçon mince nommé Maxime Leroy, avec une bouche capable de transformer un compliment en une pique et des yeux qui calculaient comment transformer un moment en un trophée de domination. Maxime parlait par petites piques rapides et bien rodées, un style qui donnait toujours l'impression qu'il offrait quelque chose, alors qu'en fait, il rognait la dignité des autres avec des coupes chirurgicales. Les 2 autres, des satellites qui gravitaient autour de sa confiance, s'appelaient Grégoire Garnier et Sylvain Thierry, chacun avec un air d'aisance méritée qui rendait leur rictus plus piquant parce qu'ils n'avaient même pas à faire d'efforts. Ils traversaient le rythme du premier jour comme si le bâtiment lui-même leur appartenait, et le garçon silencieux dans le sweat à capuche trop grand était la seule chose qui ne l'était pas.
La première vraie rencontre a eu lieu près de l'aile du théâtre, où l'odeur des vieux costumes et des accessoires poussiéreux imprégnait l'air. Kevin était en retard d'un battement en anglais, un cours qu'il aimait pour la façon dont il lui demandait d'observer les gens et d'écouter plus qu'il ne parlait. La dernière sonnerie de la cloche ressemblait à une tempête lointaine, alors qu'il se dépêchait dans le couloir, les épaules rentrées, les yeux baissés. La bande de Maxime avait décidé que c'était le moment de répéter leur routine, une chorégraphie de petites humiliations destinées à attirer l'attention sur le garçon silencieux. Ils l'ont coincé près de la vitrine à trophées, le verre captant la lumière et la transformant en 1000 petites lances acérées pointées vers ses pieds. Un rire narquois a glissé dans le couloir comme une lame, et la voix de Maxime s'est élevée. Une cadence qui a fait pencher la tête au spectateur, essayant de saisir la syllabe exacte qui révélerait la blague. Kevin sentit la chaleur monter à ses joues, une rougeur qui voyagea de la clavicule à la pommette, et il fit ce qu'il faisait avec la même réponse stable et non réactive qu'il pratiquait depuis des années. Rien. Il offrit un petit signe de tête, un sourire doux, qui ressemblait davantage à une reddition, et il s'éloigna, laissant le flot des lèvres engloutir le moment et faire avancer le rituel. L'humiliation ne se manifestait pas dans la grandeur, mais dans l'arithmétique silencieuse d'un moment public, le rire qui résonnait sur les murs, la façon dont les yeux qui regardaient le mettaient au défi de réagir, la façon dont l'espace dans lequel il devait naviguer semblait se rétrécir un peu plus à chaque pas. Ce schéma est devenu plus prononcé au fil des jours. À la cantine, ils l'ont retrouvé, à une table éloignée de l'agitation de la ligne principale, mais pas assez pour échapper à leur attention. Le plateau se renversait, ou une tasse tombait, et la comédie inoffensive d'un déjeuner tombé devenait une scène pour un chœur de sourires narquois et de notes douces et moqueuses. Au gymnase, ils ont introduit la variable de la peur dans leur jeu. Le coinçant près du rack à poids ou près de la porte où l'écho des baskets contre le bois dur pouvait porter une foule. Plus il s'attendait à ce qu'il s'effondre, plus il gardait le silence, sa réponse étant une immobilité pratiquée qui ressemblait presque à de la contemplation. Il respirait lentement, comptait jusqu'à 5 dans sa tête et se recentrait, jusqu'à ce que le monde n'ait plus besoin de ses mots pour ressentir la vérité de sa présence. Ce n'était pas de la bravoure au sens d'une défiance bruyante, c'était une gravité obstinée qui refusait d'être entraînée dans le cercle de leur raillerie, une décision de convertir la douleur en une constance silencieuse. Anaïs Bernard observait depuis la périphérie, une photographe à l'œil vif et au cœur plus lent et plus vrai. Elle portait des écouteurs autour du cou et un appareil photo qui semblait trop précieux pour être mâché par un couloir. Une rébellion silencieuse contre les attentes de l'école, selon lesquelles elle pourrait être moins que ce qu'elle prétendait être. Anaïs trouvait chez Kevin une autre sorte de silence. Un silence qui ne consistait pas à se cacher, mais à garder quelque chose en sécurité, une dignité obstinée. Elle n'était pas naïve quant à la façon dont les brutes se déplaçaient dans l'école avec une confiance qui semblait justifier leurs actions, mais elle voyait quelque chose en lui que les autres ne voyaient pas, une détermination patiente qui n'était pas une question de pouvoir ou de performance. Il s'agissait de garder son humanité intacte pendant que le monde mettait sa détermination à l'épreuve. Lorsque le trio l'a coincé près du hall d'art, après une répétition tardive, Anaïs s'est instinctivement écartée de l'encadrement de la porte avec son appareil photo à la main et un regard qui disait qu'elle n'était pas aveugle à ce qui se passait, qu'elle n'ignorait pas le coup. Le moment était petit, un seul langage corporel mal interprété ou mal interprétable par des yeux entraînés. Mais pour Anaïs, c'était autre chose. Un signe que le silence de Kevin n'était pas une faiblesse, mais un bouclier qui n'avait jamais eu besoin de se briser pour prouver sa force. L'admiration d'Anaïs grandissait en même temps que l'escalade du harcèlement, et elle se sentait attirée par les mathématiques de la retenue de Kevin. Elle a tenté de lui parler dans le couloir, après un incident particulièrement public, un incident où une boisson renversée avait éclaboussé ses chaussures, provoquant un chœur d'eau et de grognements amusés
comme si la tache sur le sol était une accusation personnelle. Elle lui a offert la serviette qu'elle avait rangée dans son sac, la simple gentillesse d'un geste spontané qui ne comportait aucune attente au-delà d'une fraction partagée de la douleur quotidienne de l'école. Son langage corporel exprimait son courage, la façon dont elle orientait son appareil photo vers l'action et gardait son regard centré sur lui, comme pour dire, dans une langue que la foule n'entendrait pas, « Tu n'es pas invisible ». Elle était la seule élève à lui avoir jamais posé une question directe qui n'était pas un test de ses nerfs, un rare moment de curiosité humaine qui ne flirtait pas avec le spectacle. Les professeurs observaient, bien sûr. Monsieur Dubois se tenait au bord du couloir du gymnase pendant l'entraînement un après-midi. Une ligne de désapprobation blanche comme de la craie sur son visage alors qu'il comptait les tours des garçons et offrait quelques mots qui sonnaient comme une réprimande sans nommer de nom. Il n'est pas intervenu lorsque le trio a houspillé Kevin, ni n'a offert un bouclier protecteur à Anaïs ou à tout autre spectateur. Les adultes se déplaçaient dans le lycée Voltaire, comme si le bâtiment lui-même contenait un protocole ancien. Les yeux vers l'avant, les mains occupées, ne rien dire qui puisse déstabiliser l'ordre social fragile. Le point de basculement est survenu au pire moment possible, lors d'un rassemblement de motivation du vendredi, un rituel qui aurait pu être un triomphe pour l'école et un spectacle d'esprit d'équipe, s'il n'avait pas servi de scène exacte où la vie de Kevin allait basculer irrévocablement. Le rassemblement a eu lieu dans le gymnase, les gradins étant une mer vivante d'élèves qui acclamaient et qui portèrent les marqueurs visibles de leur loyauté. Les brutes ont vu une occasion de couronner leur dernière démonstration. Une humiliation planifiée de Kevin devant toute l'école, un moment qui, selon eux, définirait son existence selon leurs termes, un moment pour affirmer leur propre supériorité en le brisant devant la foule. Ils avaient prévu un faux défi, l'appâtant à répondre à une provocation comme la foule s'y attendait, un défi à se battre, à faire preuve de courage d'une manière qui leur donnerait matière à scandale pendant des jours. Kevin sentit le poids de centaines de pères d'yeux se tourner vers lui, et il sentit le vieil instinct le tirailler, l'envie de disparaître, de ne plus rien être du tout. Mais il n'était pas seul. Anaïs se tenait au bord du sol, son appareil photo toujours suspendu à son cou, tout son corps tendu par une autre sorte de risque, le risque de dire la vérité avec un fragment de lumière et un seul cadre lorsque le monde autour d'elle exigeait un spectacle. Les brutes ont commencé, leur chef s'avançant dans une pose de scène, un demi-sourire sur les lèvres et une acclamation qui a traversé le gymnase comme une flamme. Ils ont jeté des regards autour d'eux, osant Kevin à répondre, à faire un geste qui justifierait leur théâtre. Et puis quelque chose a changé chez Kevin, en cet instant unique, retenu. Ce n'était pas un rugissement ou un cri, ni un tressaillement ou une retraite. C'était une expiration patiente et mesurée qui portait son courage vers l'avant. Une transformation silencieuse qui n'avait pas besoin de bruit pour faire ses preuves. Il s'est écarté du bord du sol, tournant son corps vers le trio avec une immobilité délibérée qui a troublé la pièce. Le premier contact n'était pas un coup de poing ou un coup de pied, c'était une démonstration contrôlée d'équilibre. Un petit pivot de ses hanches, un micro-changement de poids qui redirigeait la poussée vers l'avant d'un adversaire en un moment de perte pour l'agresseur. La foule a haleté devant la précision, la façon dont son corps bougeait comme s'il se souvenait d'une centaine de schémas d'entraînement pratiqués dans des pièces invisibles. Ce qui a suivi était une séquence qui ressemblait à une chorégraphie stylisée et réelle. Les prouesses cachées de Kevin ont fait surface d'une manière qui ne criait pas à la violence, mais qui parlait d'une pleine conscience entraînée, une prise de lutte appliquée avec un contact minimal, une épingle qui a forcé la brute à céder sans la jeter au sol, un moment de retenue qui a fait réaliser aux spectateurs que la compétence n'était pas une question de domination, mais de sécurité et de contrôle. Il a utilisé l'effet de levier et l'élan
pas la force brute, guidant son agresseur vers une position sûre contre le mur le plus proche, où le propre poids et la panique de la brute ont empêché toute ruse supplémentaire. Les deux autres ont hésité, leur bravade faiblissant, alors que l'appareil photo d'Anaïs capturait leur horreur silencieuse. La réalisation que ce n'était pas la fin du garçon silencieux, mais le début du garçon silencieux. Les spectateurs se sont arrêtés, le bruit du gymnase se dissolvant dans un silence concentré, puis un chœur de murmures s'est élevé, un mélange d'incrédulité et d'admiration. Le fier masque de Maxime s'est fissuré pendant une fraction de seconde, et pendant ce moment, il a semblé presque surpris de constater qu'il avait mal interprété la pièce. Le moment ne s'est pas terminé par un coup de poing ou une poussée énergique. Il s'est terminé par une prise contrôlée, presque cérémoniale, qui a démontré la véritable nature de la force de Kevin. C'était une discipline de contrôle et de miséricorde, une retenue qui empêchait l'agresseur de se blesser tout en le dépouillant de l'illusion qu'il pouvait briser quelqu'un sans conséquence. Au même instant, Anaïs s'est avancée, levant son appareil photo comme pour montrer au monde la vérité. La personne qui semblait faible bougeait avec une précision et un soin que la foule ne pouvait nier. Le silence qui en a résulté n'était pas vide. Il était lourd de la reconnaissance que la dynamique de l'école ne serait plus jamais la même. Les brutes se sont retrouvés désagrégés d'une manière qui n'exigeait pas une voix plus forte pour révéler leur exposition. Les réactions de la foule ont varié d'une admiration stupéfaite à une sorte d'éloge inquiet, comme si elle avait regardé un moment prudent et dangereux se dérouler et ne savait pas s'il fallait applaudir ou détourner le regard. Les conséquences ont été plus lentes à arriver, mais inévitables. Les personnes qui murmuraient autrefois à propos de Kevin ont commencé à le voir sous un nouveau jour. Les professeurs qui étaient restés les bras croisés pendant les épisodes précédents l'ont regardé avec une mesure de respect qui trahissait leur culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt, et certains élèves qui s'étaient joints au rire se sont demandé comment ils avaient pu si longtemps mal le comprendre. Anaïs, dont l'admiration avait déjà formé un lien silencieux et inébranlable avec lui, a été parmi les premières à l'approcher après le rassemblement, son appareil photo déjà baissé comme si elle ne voulait pas l'encadrer de peur de le transformer à nouveau en spectacle. Elle lui a dit, d'une voix douce et assurée, que seuls les vrais amis peuvent invoquer que sa force n'était pas bruyante, mais qu'elle était réelle, que sa retenue témoignait d'un niveau de courage que les vrais héros oublient souvent de revendiquer pour eux-mêmes. Les deux ont échangé un regard qui en disait plus que tous les mots, quelque chose d'obstiné et d'obstinément plein d'espoir qui promettait une confiance future, un effort commun pour naviguer ensemble dans la nouvelle réalité. Le centre du changement n'était pas seulement dans le corps de Kevin, mais dans la façon dont son esprit a commencé à travailler avec son corps, comment sa posture s'est modifiée, passant de la courbure d'un homme essayant de se rétrécir dans ses vêtements à la puissance silencieuse de quelqu'un qui marchait avec intention. Un professeur, M. Dubois, a changé plus que légèrement dans les semaines qui ont suivi le rassemblement. Ses yeux suivaient Kevin là où il avait l'habitude de l'ignorer, et il y avait un respect réticent dans sa voix lorsqu'il a annoncé un petit mentorat privé. Une offre de partager un espace de gymnase après les heures de cours si Kevin souhaitait explorer l'entraînement comme une discipline plutôt que comme un passe-temps. Et ainsi, Kevin a recommencé à s'entraîner, non pas pour gagner d'autres batailles publiques, mais pour maîtriser un art qui pourrait le maintenir en sécurité si le danger revenait. L'entraînement n'était pas grandiose, c'était un travail délibéré et patient qui développait la force sans exiger qu'il devienne ce que les brutes croyaient qu'il était. Quelqu'un qui recherchait le pouvoir pour le pouvoir lui-même. La compagnie d'Anaïs, pendant les heures d'entraînement, lui a donné une confiance qu'il ne s'était pas permise auparavant. Le sentiment que ses progrès n'étaient pas une ascension solitaire, mais un projet partagé dans lequel deux personnes pouvaient devenir plus fortes parce qu'elles croyaient l'une en l'autre. L'atmosphère de l'école a changé dans les semaines qui ont suivi.
Les rires, qui avaient autrefois traversé le couloir comme une maladie contagieuse, se sont réduits à un simple murmure, et les visages qui s'étaient autrefois tordus à sa vue ont commencé à s'adoucir dans les coins des couloirs où ils semblaient autrefois perchés, prêts à juger. Les brutes elles-mêmes, en particulier Maxime, ont commencé à montrer des signes de tension. Humeur courte à la cantine, un regard rapide lorsqu'un professeur passait, une tendance à planer près de la sortie de scène plutôt qu'à errer en plein air. Il y a eu des moments où Maxime a essayé de se réaffirmer par des répliques cinglantes ou les insinuations subtiles et familières qui avaient fonctionné auparavant, mais ces tentatives se sont maintenant heurtées à un calme presque clinique de la part de Kevin, une réponse qui ne traduisait pas la colère, mais une limite ferme. La ligne entre l'endurance et l'exploitation était devenue quelque chose que Kevin ne franchirait plus jamais. Les autres élèves ont commencé à réaliser comment leur apathie avait contribué à créer un climat qui permettait à la cruauté de s'épanouir. Les conversations qui avaient autrefois inclus des rires à ses dépens se sont maintenant transformées en questions sur ce qui avait changé et sur la possibilité de faire confiance à quelqu'un pour défendre ce qui était juste. Quelques élèves ont même contacté Anaïs pour exprimer leur inquiétude, lui disant qu'ils auraient aimé s'exprimer plus tôt, que leur propre complicité avait rendu l'environnement plus normal qu'il n'aurait dû l'être. Certains d'entre eux se sont engagés à faire mieux, à remettre en question la cruauté désinvolte qui avait autrefois semblé si triviale et invisible. La propre transformation intérieure de Kevin a mûri de petites manières peu glamour également. Une posture qui s'est redressée avec une confiance silencieuse, un sens du mouvement lent et délibéré qui n'invitait pas à la bagarre, mais impliquait qu'il en finirait une si nécessaire, et une voix qui est devenue un peu plus ferme, mais est restée assez douce pour être un serment privé plutôt qu'un rugissement public. Il a commencé à remarquer les petites gentillesses qui avaient toujours existé dans l'école, des élèves qui offraient leur aide si son sac devenait lourd, un concierge qui souriait et lui rappelait de respirer lorsqu'une panique montait dans sa poitrine après un changement de classe. Un entraîneur qui lui faisait un signe de tête et lui adressait un bref mot d'encouragement comme pour dire « Tu as autant ta place ici que n'importe qui d'autre ». Anaïs est restée un phare constant en ses jours, sa présence un rappel de ce pourquoi il s'est battu au-delà de son propre soulagement. Un nouveau sentiment d'appartenance pour elle aussi, un sentiment que sa propre histoire comptait autant pour lui que la sienne. En fin de compte, la confrontation n'a pas effacé le passé ni la douleur des jours précédents. Elle a recadré ce qui s'était passé et l'a transformé en une trajectoire vers la justice. Une justice qui ne reposait pas sur l'humiliation ou la peur, mais sur la démonstration silencieuse et persistante de ce qu'une personne pouvait faire lorsque son cœur refusait d'accepter le monde tel qu'il était. Maxime n'est pas revenu avec un sourire triomphant ou une réaffirmation de son pouvoir. Il est apparu châtié, pas brisé, avec une conscience durcie que ses vieilles habitudes ne pouvaient plus le protéger des conséquences de nuire aux autres. Il s'est excusé, non pas avec une déclaration dramatique, mais avec quelque chose de plus proche d'une vérité humaine qu'il avait évité trop longtemps, que le pouvoir sans responsabilité est un mensonge. Les excuses étaient imparfaites et hésitantes, mais elles portaient un poids qu'aucune rédemption parfaite n'aurait pu égaler. L'aveu que son comportement avait blessé un autre être humain et que le fardeau de faire amende honorable lui incomberait à partir de ce jour. Ce n'était pas un pardon garanti ou exigé. Il s'est gagné avec le temps, grâce à un engagement plus lent et plus honnête avec les conséquences de ses actes. Dans la résolution, le lycée Voltaire a commencé à mesurer ses propres normes avec plus de soin. Le climat de peur a diminué, remplacé par un optimisme prudent chez les élèves de première année et un sens renouvelé des responsabilités chez les élèves des classes supérieures. Le nouveau respect pour Kevin n'existait pas comme un trophée à afficher, il existait comme quelque chose de plus intime. La confiance que les personnes autour de lui réagiraient à la cruauté en refusant de rester silencieuses,
qu'elles se défendraient les unes les autres d'une manière qui honorait la retenue comme une forme de force plutôt que comme une faiblesse. Les spectateurs qui n'avaient rien fait ont appris à reconnaître leur propre complicité dans le mal et ont choisi de devenir des observateurs qui s'exprimaient lorsque quelque chose dépassait les bornes et qui rappelaient à l'école l'obligation morale que nous avons tous de protéger les autres, même si se défendre fait de nous des cibles nous-mêmes. Pour Kevin, la récompense personnelle n'a pas été la bannière de la victoire, mais une nouvelle fidélité à lui-même. Il n'a plus traversé la vie dans le but d'éviter l'attention. Il s'est plutôt déplacé avec un sens mesuré de sa valeur, ses pas plus confiants, sa respiration plus stable, son regard plus ouvert aux personnes qui l'entouraient. Il a trouvé un équilibre entre la force et la miséricorde qui n'exigeait pas qu'il devienne une personne différente, mais lui permettait de devenir une version plus complète de lui-même. Lui et Anaïs ont construit une compagnie silencieuse qui n'exigeait pas de spectacle, mais offrait un sentiment de sécurité et d'honnêteté dans un monde qui récompense souvent le contraire. Il parlait un peu plus, et quand il le faisait, c'était avec une franchise prudente qui invitait à la confiance plutôt qu'à la peur, un signal petit mais clair qu'une vie pouvait être puissante et douce en même temps. Et la morale de l'histoire, qui s'est installée dans la mémoire collective de l'école comme une graine sous le paillis, était claire. La résilience n'est pas la capacité d'écraser les autres sous ses pieds, mais la capacité de se relever avec intégrité lorsque sa dignité est menacée. Se défendre ne nécessite pas de devenir ce que l'on déteste. Cela nécessite de choisir une voie qui honore l'humanité de toutes les personnes impliquées, y compris soi-même. Le perdant qui a utilisé sa force cachée, sans la laisser le définir, est devenu une personne que les autres pouvaient respecter. Un rappel que la justice peut être gagnée avec retenue et courage, qu'un seul acte de courage silencieux peut se propager vers l'extérieur comme une respiration prudente qui sauve plus d'une personne. Au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, Kevin a parcouru les couloirs avec Anaïs à ses côtés, un couple que la foule a commencé à reconnaître, non pas pour leur différence du jour et de la nuit, mais pour la façon dont ils portaient la vérité de ce qu'ils avaient appris, que la résilience est un choix inébranlable, pas un triomphe final, et que se défendre peut tout changer sans vous transformer en la chose que vous abhorrez.